Bonsoir et bienvenue à la Bombonera, l'émission de talk sportif de Radio 2M depuis le Royal Golf d'Ars Salam, ce magnifique endroit à Rabat, à l'occasion de la 47e édition du Trophée Hassan II et de la 26e édition de la Coupe El Mrim qui reviennent, vous le savez, après 3 années d'absence due à la pandémie de la Covid-19 en compagnie de Hicham Amram. Hicham, مساء الخير. مساء الخير يوسف. اليوم بلاصة رضا اللالي كاين أمين رحموني. أمين, bonjour. Bonjour Youssef, c'est Bonjour, toujours un plaisir de bonsoir. vous revoir, exactement. Et nous avons comme invité aujourd'hui, qu'on remercie d'avoir répondu à notre invitation, Michel Besanceney, coordinateur général du trophée Hassan II et de la Coupe de l'Al Meriem. Michel, bienvenue à la Bombonera sur Merci. Radio 2M. Merci et bonjour. Alors, la première question, coordinateur général consiste en quoi dans un trophée de cette envergure? Alors, on pourrait dire que coordinateur général, c'est surtout en amont du trophée, c'est toute la préparation. Il faut gérer à la fois, là on gère deux tournois, un tournoi du PGA Champions Tour et du Ladies European Tour. Et donc en amont, il y a toute une gestion, ce qu'on appelle souvent des planning meetings, où il faut en définitive des checklists, des checklists, des checklists, parce que tout ce que vous voyez là, ça a des process, ça a des validations, les installations, les normes de sécurité, la qualité du parcours, les exigences de tel et tel tour. Donc c'est un travail surtout essentiel, on va dire, 2-3 mois en amont du tournoi. Après, pendant le tournoi, c'est répondre à la fois à une invitation qui n'a pas été reçue par quelqu'un, c'est savoir qu'il y a une machine qui est en panne pour tout ce qui est entretien du parcours et qu'il faut absolument en trouver une de remplacement. C'est aussi du bon temps, c'est de retrouver des joueurs, de discuter un peu avec eux, de venir vous rencontrer et vous expliquer ce qui se passe. Mais alors pendant le tournoi, c'est quand même c'est un peu plus de stress, mais je dirais que c'est plus simple. La première partie, elle, est beaucoup plus technique et il faut vraiment qu'on rentre dans le détail de plein de choses et c'est fastidieux, c'est 3 mois de boulot. Quand vous dites 2 ou 3 mois à l'avance, est-ce que vous coordonnez déjà là où vous habitez ou vous êtes obligé d'être sur place? Et si vous êtes Alors obligé moi j'ai d'être la sur chance, place, moi j'ai la chance d'être à Rabat et être j'ai la avant. chance d'être ici à Dar es Salaam et Mais avant que le tournoi démarre, est-ce que vous devez être là à peu près 10 jours, un mois avant pour essayer de voir ou vous coordonnez La chance qu'on à a distance? ici à Dar es Salaam, c'est que aussi bien la fédération que l'ATH, qui est l'association du Trophée Hassan II, sont ici à Rabat. Donc tout ça, c'est un lieu que nous connaissons par cœur et nous sommes très proches. Donc non, il n'y a pas, de problème je veux dire, de proximité. Donc on est sans cesse en lien avec le parcours. Mais je vous dis, c'est un travail pendant 3 mois. On est en lien avec les instances, PGA et LET, et on fait que cocher des cases de checklist. Hicham Amram. Quand on dit préparation, c'est par rapport à quoi? Un cahier de charge ou... Alors, préparation, il y a plusieurs choses. La première, déjà, c'est la préparation du parcours. Il faut savoir que quelques mois avant, vous avez une visite préliminaire des responsables agronomie du Ladies European Tour et du PGA Tour qui viennent, qui regardent et qui demandent un petit peu les exigences. Ce que vous voyez, tout ce que vous voyez au niveau de la nature, c'est anticipé. C'est-à-dire, il y a tel type de semis, il y a tel type de sable. Tout ça, ça prend du temps. Donc, c'est des normes, exactement, ce sont des normes, c'est ce qu'ils exigent eux. Donc 3 mois avant, au moins, on a une visite préliminaire qui va regarder aussi certaines branches, s'il faut couper telle branche. Enfin, c'est tout un travail assez classique, mais c'est agronomique. Après, ce qu'il faut commencer à faire ensuite, c'est tout ce qui est hôtel. Parce que tout ça, ce sont deux cirques logistiques. Tout ça, ça se balade. On a à peu près, pour ce qui est des joueurs, on est sur à peu près 200 personnes. Pour ce qui est des filles, on est sur plutôt 300. Donc tout ça, c'est des réservations d'hôtels. Les joueurs, la RAM affrète un charter spécialement pour eux, pour venir. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là. Un exemple tout bête, avec la RAM, on a un charter qui est affrété, mais il faut être sûr qu'on a les bons horaires parce que tous ces joueurs-là, chaque semaine, jouent des tournois. Donc il faut se caler par rapport à ça. Voilà, et je vous dis, c'est des cases à cocher. Amin Rahmouni. Pour revenir au trophée en lui-même, aujourd'hui, ce trophée a une légitime historique, il est là depuis plus de 30 ans maintenant.
il se déroulait vers le mois d'avril, il me semble, auparavant. Alors, Et là, on est revenu au mois de février. Est-ce qu'en termes de timing, en tout début de saison Le pour les normal, golfeurs, c'était quoi? est-ce que... C'était le mois d'avril ou le mois de février? Ben non, c'est tout nouveau le mois de février. Donc, est-ce que c'est une alors- bonne chose ou pas en termes de on va programmation? faire un peu d'histoire. Le tournoi, il a commencé. Le premier tournoi, c'était en 71. Et c'était le tournoi en général, c'était au mois de décembre. Carrément. Fin novembre, début décembre. En général, c'était un tournoi plutôt exhibition avec les meilleurs joueurs américains. Il faut savoir qu'en 71, Sa Majesté Hassan II, il a eu l'idée d'un tournoi exceptionnel. C'était les meilleurs joueurs du monde. Un tournoi comme ça aujourd'hui à organiser, comme il le faisait à l'époque, ça serait Très difficile. très compliqué. Un, pour les calendriers des joueurs. Deux, pour les sommes en jeu pour avoir ce D'où le plateau-là. choix du mois de décembre. Donc c'était à l'époque, c'était mois de décembre. Après, ça a basculé quand c'est redevenu un tournoi un peu plus appartenant au circuit européen. On était plus sur le mois d'avril, le mois de mai. Là, il se trouve que ça a rebasculé sur le Champions Tour et qu'il y a des dates qui sont pas... Encore une fois, après Covid, on a été obligé de faire des choix par rapport aux différents circuits concernés. Le Champions Tour, on avait que cette date. Je sais que cette date est vraiment provisoire et que c'est exceptionnel parce que effectivement, on a la chance au Maroc de pouvoir jouer quand on veut, mais quitte à choisir, on préfère quand même le printemps. C'est avec ce que peut offrir Dar es Salaam, c'est-à-dire une végétation incroyable. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant de se dire qu'on le fait au mois de février. Et surtout aussi par rapport aux joueurs, là ils sont en phase de préparation pour commencer leur saison, donc je pense qu'ils seraient peut-être plus intéressés de venir vers le mois d'avril, mai, quand Parce ils que sont c'est bien plus préparés, bénéfique pour eux. effectivement, côté plutôt sportif. que maintenant. C'est un peu Ouais, enfin, compliqué. ils ont commencé. Après, vous savez, ces joueurs-là, aujourd'hui, on est plus dans des anciens champions. Ils sont plus tellement dans cette idée de commencer la saison. La partie purement Ça, c'est sportive, la partie masculine, ça c'est pour la partie de Masculine. Hassan du trophée. Mais pour la alors, féminine. alors, vous avez raison, pardon. N'oublions surtout pas la couple Ala Myriam qui, elle, fait. Et d'abord, rappelons que Dar es Salaam. Michel, notre réalisateur, me demande Oui. que vous rapprochez un peu le micro. Pardon. Très bien, merci. Pardon. Donc non, n'oublions pas la mixité. C'est-à-dire qu'une des grandes forces aussi de la couple Alain Myriam, c'est qu'elle est Avoir venue les deux. s'inscrire Homme-femme. dans un tournoi qui a été le premier tournoi à mettre en scène filles et garçons sur un même lieu. Alors pour les filles, la chance qu'on a en revanche, c'est que comme ça fait partie des premiers tournois de la saison, on a la chance d'avoir tout le plateau. Là, on a toutes les meilleures du circuit européen qui viennent ici pour aller la semaine prochaine, qui continuent, qui voyagent à l'Est, qui vont en Arabie Saoudite. Et donc, on a un plateau cette année exceptionnel au niveau de la couple Alain Myriam. On a toutes les meilleures européennes, moins les quelques-unes qui sont restées, une petite dizaine qui sont restées aux États-Unis, mais sinon, on a tout le monde. Quand vous avez parlé de changement de avril, février, est-ce que les responsables qui sont venus à l'avance, est-ce qu'ils ont pris en considération un peu la météo? Parce que peut-être aujourd'hui, il risque de pleuvoir. Et qu'est-ce que vous faites quand il pleut? Il ne pleut jamais au Maroc. Il y a des gens qui seront mécontents de vous écouter. Non, j'allais le préciser. Il ne pleut que le soir pour remplir les nappes phréatiques. Exactement. Voilà. Vous rattrapez, J'avais c'est pas très un bien. trophée, effectivement. On a bien besoin. Non, parce que effectivement, parfois, Bien non, mais sûr. parfois, les aléas climatiques. il y a des effectivement. imprévus. Est-ce que le tournoi s'arrête quand Alors, quand il pleut, bien sûr, les motifs d'arrêt de tournoi, avec un c'est peu de vent aussi. c'est vraiment non le vent, il faut vraiment que ça soit, il faut vraiment que la balle commence à bouger sur les greens, mais oui. on n'est pas dans ce type de vent ici. Non, les seules choses qui font qu'on peut suspendre le jeu, c'est l'orage, parce que vous voyez bien avec Ça un devient club un peu métallique, dangereux, ouais. ça devient dangereux. Ou des pluies torrentielles. Mais bon, ce qui peut arriver, et comme vous dites, heureusement que de temps en temps, il y a des bonnes pluies, mais techniquement, on devrait avoir une semaine. C'est plutôt, il fait un peu frais le matin, mais d'après ce qu'on connaît au niveau météo, tout devrait bien se passer cette semaine. Alors, le trophée est ouvert gratuitement au public. Oui. Voilà. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que c'est un succès? Et si ce n'est pas encore le cas, quand je dis succès populaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour intéresser davantage de gens à ce sport et pour le vulgariser et le rendre plus accessible à tout le monde?
Alors, il y a deux choses. Un, il y a bien sûr l'émulation auprès de la jeunesse à travers un champion ou une championne. Et vous avez la chance cette année d'avoir Inès Laclalèche qui a franchi un cap au niveau performance et qui est quelqu'un qui endosse. Oui, nous en a parlé hier. Emma était le précurseur en la matière, mais Inès est en plus un personnage qui va très très bien avec cette idée de populariser le golf. Bien sûr, c'est l'idée d'avoir un champion. Ensuite, c'est des infrastructures. Et je pense que le Maroc aujourd'hui a pas mal d'infrastructures. Je sais qu'il y a une vraie volonté au niveau de la fédération sous l'impulsion de son Altesse le Prince Moulay Rachid et qui fait tout ce qu'il faut et qui met, qui met beaucoup d'énergie à ce que ça se fasse. Il contribue à l'accessibilité parce qu'on a des préjugés parfois, c'est difficile de jouer ou de... Alors c'est tout à fait le contraire. D'abord, moi je fais partie de ceux qui pensent que le golf devrait, le jour où on arrivera à enlever l'étiquette de sport un peu privilégié, le golf aujourd'hui, compte tenu, c'est un sujet, je parle de ça en France, aujourd'hui la retraite, mais c'est un sport exceptionnel pour les retraités. C'est-à-dire que c'est une occupation, c'est quelque chose de sain. La marche, tous les docteurs vous diront, pour vivre longtemps, marcher. On respire. Voilà, on est dans les endroits, c'est convivial. Donc il faudrait absolument enlever ça, vous voyez, cette étiquette de sport de privilégié, parce que vraiment c'est un sport qui devrait s'adresser à tout le monde. Ensuite, dès que je vous quitte, je vais retrouver, aujourd'hui nous avons un Lassantou Kids Cup by Firsty. Firsty, ce sont des programmes éducatifs. Vous avez ici à Ain Alouf, à côté de Dar es Salaam, dans un douar, vous avez des personnes qui ont pris ça à bras-le-corps et qui ont monté une école de golf exceptionnelle avec des programmes Firsty, des programmes éducatifs, des programmes justement liés à l'éducation à travers le sport qui sont exceptionnels. Et vous avez donc dans le Loir, si un jour je vous invite à aller faire un tour, ce sont des jeunes. On a amené les gens de l'Asian Tour, on a amené les gens de Firsty. Dès qu'on amène quelqu'un là-bas, ils sont bluffés. Donc, des initiatives comme ça vont faire en sorte que, au fur et à mesure, le golf se développe. Et je vous dis, il suffit de quelques champions et ça peut partir. Après, les infrastructures, évidemment, elles comptent. Évidemment, les infrastructures golfiques, ça a un coût à entretenir. Mais après, ça dépend qu'est-ce qu'on décide au niveau d'un pays, parce que je vous dis, le golf, c'est vraiment une occupation extraordinaire. En parlant de développement, donc vous avez parlé de développer le golf pour les enfants, pour le vulgariser davantage, mais pour revenir au trophée, comment voyez-vous son évolution et quel chemin vous aimeriez lui donner? Comment vous le voyez dans 5 ou 10 ans, cette compétition? Alors, il y a deux choses. Je pense que la première, c'est comme je vous le disais auparavant, l'idée du trophée à la base, dans les années 70, c'était vraiment on va dire plutôt un trophée exhibition, invitational, avec vraiment des grands noms, grands stars, plus dans une sorte de convivialité et plus dans un hommage à tous ces champions. Ça doit rester et je pense que c'est important. À côté de cela, pour développer un champion marocain, il faut absolument franchir aussi préserver l'idée qu'au Maroc, il y a les infrastructures pour ça, qu'il y ait des tournois qui sont des tournois de circuit réguliers avec des joueurs en devenir. Donc c'est ce que souhaite son Altesse royale. C'est vraiment. Pardon ? C'est pas et oui, donc il y a deux choses. Il y a ce côté Champions avec tous ces noms, la notoriété qui parle également. Vous savez, tout ça a deux choses. Un, c'est pour le bien du Maroc. C'est-à-dire que le Maroc est une réelle destination golfique aujourd'hui. Donc à travers ces champions, aujourd'hui vous pourrez me dire ce sont des champions seniors, mais tous ces champions, tout le monde les connaît. À 3 heures du Maroc, tout le monde connaît ces champions. Donc ça stigmatise l'idée qu'au Maroc il se passe des choses et que le golf c'est pas juste un petit loisir, c'est vraiment sérieux. Et ça positionne le Maroc comme destination golfique. Après, je vous dis, il y a le côté un peu glamour
Et puis il y a le côté sportif qui tient à cœur à son Altesse Royale et qui lui-même adore le golf. Et c'est un compétiteur. Donc il y a l'idée, là il y a une compétition. Vous verrez aujourd'hui ils sont très relax, demain un petit peu moins. Et puis c'est quand même des joueurs qui ont joué énormément de tournois. Samedi vous les verrez un peu plus dans le Frenchy. Mais ça reste quand même un tournoi avec un peu convivialité. Voilà, convivial. Après, il y a bien sûr ce qu'on a fait il y a quelques mois, le Asian Tour qui est venu, les International Series Morocco, où là vous êtes plus sur des jeunes en devenir. C'est la compétition. Et là, ces compétitions, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et qui là sont en plein dans leur carrière, dans leur Michel Besançonnet, coordinateur général du Trophée Hassan II et de la Coupe Al-Mrim, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. On libère notre coordinateur général du tournoi Hassan II de la Coupe Al-Mrim pour avoir notre second invité. Il s'agit d'Éric Kroll, correspondant du quotidien suisse Le Temps. Éric Kroll, bienvenue à la Bombonera sur Radio 2M. Merci de votre invitation. Enchanté, ravi. Alors, comment allez-vous? Magnifiquement bien, très bien. Content d'être là? Très content d'être là. Toujours très heureux d'être ici. Vous dites toujours que vous avez une grande histoire avec ce trophée. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? J'ai couvert ce trophée Hassan II depuis plus de 30 ans, parce que comme le coordinateur Michel Besançonnet, qui était un petit peu modeste d'ailleurs, parce qu'il a été professionnel sur le tour, il l'a joué. Et ce qui est exceptionnel ici, c'est que depuis 1993, vous avez deux compétitions en même temps, et c'est unique au monde. Je dirais, il y a les hommes et les femmes. Alors cette année, c'est le PGA Champions, et puis c'est toujours le circuit européen féminin, donc c'est assez exceptionnel. J'ai découvert, parce que j'étais journaliste sportif à la télévision belge, il y a très longtemps en arrière, je produisais une émission de golf et on essayait de rendre populaire et de vulgariser le golf, et c'est vrai que Feu Hassan II nous a invités, la télévision belge, et on a couvert ça pendant de très nombreuses années, et ce lieu est magique, magnifique, c'est un des plus beaux golfs au monde. Voilà, donc c'est un vrai plaisir de passer la porte, de rentrer et de sentir le gazon de Dar es Salaam. Et au bout de 30 ans d'expérience sur ce trophée-là, comment vous avez estimé son évolution ? Bon, alors la notoriété, elle est au top. Alors on est au top, mais on peut toujours faire plus. Mais chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Chaque année, il y a des joueurs de plus. Chaque année, il y a des évolutions. Et chaque année, il y a une petite touche supplémentaire pour contribuer à améliorer la notoriété. Parce que la pire des choses, c'est de rester assis sur sa chaise et de croire que tout est arrivé. Voilà. Non. Alors là, je peux vous dire que l'ATH, l'Association du Trophée Hassan II, la Fédération royale marocaine de golf, avec l'élan de son Altesse royale, le Prince Moulay Rachid, alors ils donnent tout chaque année pour que ce soit un must, et c'est un must, mais qui évolue chaque année pour être encore plus un must. D'accord. Et ce trophée, comment est-ce qu'il est... Enfin, vous le couvrez pour le quotidien, donc Le Temps. Vous avez des joueuses suisses ici, au nombre de 4, il me semble. Oui, c'est assez exceptionnel. Dont deux sœurs qui ont une histoire particulière. Oui. Comment est-ce que ce trophée est perçu chez vous? Parce que bon, on est quand même loin de la Suisse. Est-ce qu'il y a une tradition Alors, il y a une tradition de très longue date parce qu'il y avait énormément de joueurs de golf suisses qui venaient jouer le pro-am de l'ancien tournoi qui était la Hassan II Golf Trophy sur invitation. Donc, on parle en effet de l'époque des années 70, des années 80, des années 90, avant que le trophée Hassan II ne rentre dans le circuit européen. Aujourd'hui, il a encore évolué. Et à cette époque-là, il y avait les pro-am et il y avait énormément de gens, de golfeurs suisses qui venaient pour disputer les pro-am de cette épreuve avec les dames après et avec les messieurs. Et donc la notoriété a toujours été au top, tirée en Suisse par des joueurs de renom amateurs qui venaient ici en effet présents pour jouer les pro-am avec 3 jours à Marrakech avant, découverte de Rabat, de visite culturelle pour les épouses. Non, ça a toujours été un endroit, un truc de fou. Et on le sent quand on arrive. Je veux dire, moi, chaque fois que j'arrive, je passe le portail, j'ai toujours une petite palpitation d'un bonheur à rentrer. Et le fait que ce soit des entrées gratuites, il y a énormément de gens de Rabat, d'Herbati, des gens d'ailleurs, de Mohamedia, qui viennent, qui découvrent, et tout est fait pour bien les guider à ce niveau-là. Maintenant, la notoriété fait en sorte que quand moi j'arrive ici et que sur les réseaux sociaux, j'envoie une photo, etc., mais il y a
les personnes que je connais qui disent mais qu'est-ce qu'on t'envie. Cette année, ça tombe au mois de février. Donc, ils sont tous en train de skier, sont tous en train de regarder les championnats du monde de ski. Donc, c'est vrai que si c'était au mois d'avril, mais j'aurais eu une quinzaine d'amis qui seraient là venus pour regarder. Justement, on parle de février donc, et d'avril comme c'était auparavant. Et j'aimerais vous faire rebondir sur ce que disait donc, notre invité auparavant, donc, le coordinateur général Michel Besancenay, sur le changement de date. Est-ce que c'est quelque chose qui nous a été imposé à cette compétition ou alors c'était un choix? Et comment vous le jugez, vous, ce changement de date? Bon, alors le changement de date, moi je trouve que c'est génial. Bon, je pense que d'abord, il faut s'adapter. Je veux dire, il y a 2 circuits professionnels, donc c'est pas la Fédération royale marocaine ou l'ATH qui décide. Il faut coordonner 2 circuits. Comme je dis, c'est unique au monde qu'il y ait les hommes et les femmes au même endroit. Donc rappelez-nous, c'est le circuit Pro-Am. C'est le PGA Champions pour les messieurs et c'est le Ladies European Tour pour les dames. Quand Michel, de nouveau, il est un peu modeste parce qu'il dit coordonner, etc. Mais vous savez quoi, c'est déjà un casse-tête de coordonner un tournoi. Ici, vous en avez 2 en même temps. Il y a 2 circuits au même endroit, sur 2 parcours différents. C'est juste unique au monde. C'est exceptionnel. Alors, les dates, personnellement, moi je l'ai connu au mois d'avril, je l'ai connu au mois de novembre, je l'ai connu fin novembre, début décembre. Franchement, les gens sortent de l'hiver. Ici, il y a le soleil, bien entendu. Un peu moins aujourd'hui, mais bon. Bon, non, regardez, il y a le soleil qui arrive, il y a une éclaircie. Il pointe le bout de son nez. Le soleil te contredit. Oui, et c'est très bien que ça arrive tôt parce que c'est une énorme promotion pour le golf, pour le Maroc qui arrive au début de la saison, au moment où tous les joueurs se retrouvent. Les joueuses professionnelles vont démarrer leur saison. C'est génial. C'était judicieux de choisir le mois de février finalement. Alors, c'est pas une question, c'est un choix qui s'impose parce que ce sont les circuits qui guident. Donc ça tombe, moi je trouve très très bien. Et puis il faut toujours rebondir sur le positif des choses. C'est très bien si c'est en novembre, c'est très bien si c'est en décembre, mais c'est mieux que ce soit en février plutôt que ça ne soit pas. Oui, et carrément. Donc c'est vraiment exceptionnel. Maintenant, typiquement par rapport aux joueuses suisses, on en a 4. Et pour l'anecdote, c'est la première fois qu'elles sont là toutes les 4, alors qu'il y en a 2 qui évoluent sur le circuit féminin américain, qui est le circuit pour les dames. Et puis il y en a 2 qui évoluent sur le circuit européen. Elles se retrouvent ici par le hasard des calendriers. C'est donc une très bonne chose. Ça ne se serait pas produit à un autre moment de l'année. Et comme Michel l'a dit, il y a un plateau chez les dames exceptionnel. Il n'y a jamais eu ça. On parlait tout à l'heure en off de ce trophée qui est donc accolé au PGA et on avait discuté de la possibilité de le faire accoler à un autre éventuellement circuit, donc c'est celui du Live. Le Live Tour. Le Live Tour. Qu'est-ce que vous penserez de l'idée? Vu que tout le monde en parle, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors, était-ce déjà une bonne idée le Live Tour ou pas? Donc ça c'est une première question. Je veux dire, les hommes ont un circuit européen. Vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est le Live Tour très précisément, le replacer dans son contexte? Alors, le contexte est simple. Il y a historiquement toujours eu le golf selon St Andrews, les règles de golf avec un circuit européen et un circuit américain. Et puis il y a Greg Norman, un joueur australien qui était le requin blanc, très connu et qui a décidé là, avec des très bons contacts, de créer un autre circuit sur lequel il y aurait plus de rémunération, plus de prize money. Et avec des fonds saoudiens, il me semble. Voilà, avec des fonds saoudiens et le Live L-I-V, ça veut dire 54, ça veut dire que ça se joue sur 54 trous. Pour l'anecdote, et que 54 est le meilleur score que vous puissiez faire au golf si vous faites birdie sur tous les trous. Bien sûr. Donc il y a un sens au niveau du nom. Donc maintenant le Live Tour. Symbolique. C'est symbolique. Le Live Tour, c'est un concurrent nouveau qui arrive et qui a joué des coudes et qui a pris une énorme place avec une énorme visibilité. Donc il y a des joueurs professionnels qui ont quitté le circuit européen, qui ont quitté le circuit américain pour aller disputer d'autres tournois. C'est clair que le prize money est énorme. Le circuit américain réagit dès cette année maintenant en mettant aussi des prize money plus importants. Donc après, voilà, il y a beaucoup d'histoires d'argent, mais c'est un petit peu comme dans tous les sports. Dans le football, les transferts, les ceci, les cela. Voilà. C'est à peu près dans le tennis, parce qu'il y avait l'ATP et des joueurs professionnels ont essayé de faire leur ATP à eux, mais ça n'a pas marché. On est dans les prémices aussi. Je veux dire, c'est tout nouveau. C'est la 2e saison qui démarre pour le Live Tour. Je dois dire que
Ici, le circuit européen n'est pas cette année-ci parce que les calendriers ont évolué, alors qu'il y a toujours eu le circuit européen qui est devenu maintenant le DP World Tour. Donc c'est génial pour le Maroc que ce soit les légendes avec des gens qui ont gagné ici, José Mario Olazabal, Colin Montgomery, Santiago Luna, Rétif Goussen, des noms incroyables. Le plateau ici est exceptionnel. Maintenant, Mais ça reste un plateau un peu vieillissant, entre guillemets. On est sur des légendes d'antan. On ne paie pas des oui, légendes mais d'actuelles. d'un autre côté, si vous vouliez inviter ces gens-là pour un trophée sur invitation, le budget serait énorme. Ah oui, alors qu'ils j'imagine. rentrent maintenant dans un circuit professionnel et qui sont là. Et qui sont venus en avion depuis Miami, tous ensemble, etc. Donc, il est clair qu'au niveau notoriété, il faut peut-être laisser un petit peu de temps au Live Tour pour voir comment ça évolue. Est-ce que ça On va va être... s'installer. Voilà. pour voir. Est-ce que ça va être pérennisé? Si c'est pérennisé, alors à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'il y a des gens ici et des responsables à l'association Trophée Hassan II trouveront les bons mots avec les bonnes personnes pour faire en sorte que s'il y a une pérennité dans ce circuit Live Tour, qu'il y ait une concurrence saine entre les joueurs. On vient de le voir à Abu Dhabi, on l'a vu les 2 dernières semaines. Il y a eu des joueurs du Live Tour qui se sont retrouvés à jouer avec des gens du PGA Tour. Et bref, ils se sont retrouvés là, à se lancer une ou deux piques en disant « Ah, mais moi je joue sur l'autre tour » et tac, tac, tac. Et finalement, voilà, ça fait on joue des coups, ça fait une petite émulation, un peu comme un joueur de foot qui est sur le banc et qui veut aller sur le terrain. Voilà. Donc, est-ce que ce serait une bonne chose? Oui, certainement, si c'est un tour qui pérennise dans la longueur. Très bien. Une petite dernière question. Est-ce que vous avez suivi la Coupe du Monde? Alors non seulement j'ai suivi la Coupe du Monde, mais d'abord, je suis assez bon pote avec l'adjoint d'Hervé Renard, qui était l'ancien entraîneur. Donc j'ai suivi le parcours du Maroc. Et pour tout vous dire, j'ai des amis à Tanger. Je suis venu au Maroc pour voir la Coupe du Monde, plutôt que de la regarder en Suisse. Vous l'avez suivi un peu d'ici? Oui, je l'ai suivi ici. Et pour le Maroc-Espagne, j'ai pris Alborac pour aller regarder le match à Tanger avec des amis espagnols et des amis marocains. On était dans une taverne à tapas. Donc ça a été une ambiance... Mais j'ai des images, c'était hallucinant. Toute la rade de Tanger était noire de monde. Le seul problème, c'est qu'après, la Suisse s'est juste fait battre par le Portugal. C'est vrai. Et ça sur m'a le fait- gros score. Ça m'a fait un peu mal Mais au cœur. on a vengé un peu. On a vengé un On a peu vengé la des- Suisse, la effectivement. Suisse, Ah, on a effectivement, vengé la après, Suisse, parce Et qu'on va mais battre le quelle Portugal. belle équipe, le Maroc. Quelle belle équipe. Quelle cohésion et quel beau travail de cet entraîneur. Très bien. Eric Kroll, correspondant du quotidien suisse Le Temps, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Amis auditeurs, de retour à la Bombonera, toujours depuis le Royal Golf Dar es Salaam à l'occasion de la 47e édition du Trophée Hassan II et de la 26e édition de la Coupe Lalla Meriem. On va parler de foot, mais avant de parler de foot, joueur mystère. Amdao Beka Amin, tu n'étais pas hier, donc Alors, Amdao Bekta. Ouais, moi j'ai un joueur mystère qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un joueur que j'ai adoré quand j'étais adolescent et jeune adulte. Donc, mon joueur a commencé au Wydad Athletic Club. Il a ensuite été à Belenenses. Mjid Bouiboud. Exactement. Enfin mal. Mjid Bouiboud. Voilà, ok. c'était un super joueur Ana Kakej. et un super gars, effectivement. C'est un bagarreur, c'était c'est un technicien, tout ce que tu... un but contre Un 8, un 6. extraordinaire. C'était un monstre du milieu de terrain. Je me Faras rappelle كان d'un عزيز but. على صاحبك الله يرحمه اللوزاني. Lausanne, bien Oui, sûr. oui, Il m'en- oui. et je peux t'assurer que, allez, on va dire 90, 2015, 25 ans plus tard, il m'en parlait toujours avec passion. Et c'est La un Turquie joueur Non, il a Non. fait que ces 3 clubs. Ouais. Et je me rappelle d'un but qu'il avait mis contre Stat, qui était à l'époque en première division, donc Nadastasia. Un centre qui vient de la gauche, un contrôle de la poitrine, il contourne le défenseur, il la reprend de volée. Et c'était un super joueur. Il faisait partie Mjid de Bouiboud. la Dream Team, enfin de la belle époque. Mais un Vassili, Bien sûr, Fradin, Fradin Ben Abicha. Je la connaissais pas cœur cette équipe. hein. Neibat. C'était, je la donne. c'est Mustafa Rachid, عندك عزمي مصطفى داودي Daoudi, نيبت Neibat, فاضل مجيد فاسيلي بن عبيشه فخر الدين Nader. Moussa, فخر الدين Moussa, et ensuite il y a eu des variantes. Moussa, il y a Ibrahima aussi, vous vous rappelez d'Ibrahima l'ailier gauche. Il y avait Abdeltaïf, Il y avait je sais pas si Abdeltaïf tu le aussi, connais, il y avait Taouakouer. Nader, il y a eu plusieurs variantes. Mais il y a l'équipe type Souni et qui qui commence était à coller. et le aussi. Hassouni, Il y a le père qui commençait à effectivement qui commençait هشام انت عندك شي واحد؟ à arriver. شويه انا نعطيكم واحد. سير. ريفر بليت، نابل، افيلينو، فيورنتينا، انتر ميلان، لايس موناكو، ريفر بليت وسالا في يوكوهاما مارينوس. واو
بحال باتيستو. refais. Quelle c'est un période? Ouais, bien sûr, Argentin. Quelle période? Bah, la période. التسعينات 2000. ouais, 80. À 80. 90. Ah, c'est loin, 90. ça. C'est Ok. en 95. D'accord. Vas-y. Pour vous donner un indice, Ouais, l'actualité, je suis. ouais, bien sûr. Alors, Britin Aoudou, Ouais, non, bien Ah, sûr. oui, Attends, les River Plate, Ouais. Napoli, Avellino, Fiorentina, Inter, Milan, l'AS Monaco, River Plate, الفرقة ديالو اللي يبدا فيها, Yokohama Marinos. Alors, un Argentin qui a joué à la fois Napoli. au Naples et à l'Inter et à Monaco, c'est ça? Oui, Monaco. Un Argentin de Monaco. Surtout qu'il n'y en a pas eu beaucoup des Argentins de Monaco. Saviola. Javier Saviola? Non, il est passé par le Barça, Saviola. Non, bien avant. L'indice? رضا إذا كنت كتسمعنا. Non, bah oui. لا رضا إلا كنت كتسمعنا. لا, l'indice, seul, je peux pas te donner un indice parce que, bon, de l'actualité, Uh-huh. كان بوغوس وباقي بوغوس. Bah oui, comme tous. Là, Comme tous les Argentins. La Kenny Chouhdine, ils prennent un peu un petit coup de vieillesse. D'accord. Mais le gars, il l'a pris un peu parce que Tawa Kanando des cheveux noirs, Ouais. Charchoui طويل, style ديال Regoba si tu te rappelles. Ouais, Alvaro Recoba, l'Uruguay. Donc c'est parce que mais قلت لكم l'actualité donc je peux pas ajouter chaud. غنزيدكم حاجه غادي تعرفوا. Serre. De toute façon, on l'a pas deviné. Vas-y, On dis-moi. va pas donc c'est bon. Ouais, points, les points sont pour toi. il était vêtu d'une belle veste samedi. La Coupe du Monde. ماري ديال الهلال. L'entraîneur de Hilal. Ramon Diaz. Ah, bah, Ramon Diaz, bah oui. Ah, bah bah, oui, كنقول bah لكم oui. l'actualité اصحابي Ah, ما Ramon يمكنش. Diaz. Pas mal. alors انت هشام عندك شي واحد؟ رامون دياز عندي. الوداد سبورتينغ نابل تورينو. Saber. Celle الوداد d'un- اجي ouais, الوداد ouais. الرجاء نيو هامشير نيويورك كولورادو شارلستون. Azmi. عزمي. Bravo. خليل عزمي. Khalil Azmi. J'aimais bien. 2 fois d'affilée. J'aime- Deux fois d'affilée pour moi. Alors, un dernier Tu d'un te rattrapes. Ah oui, je me rattrape. Un dernier d'un auditeur, il y tient beaucoup. Barcelone, Mhm. Chelsea, AS Rome, Lazio Rome. Il a fait 2 clubs de Rome. Très connu. Film très d'A connu. Barcelone. Il a explosé non, à à quelle Barcelone. époque? Ouais, dans les années 2000. Début des années 2000. Notre réalisateur et caméraman l'a trouvé. Yeah. Ouais, il est bien meilleur que vous, les gars. اجي اسماعيل اجي حدايا. Petit joueur, feu follet, attaquant. Pedro. Exactement. Ah, ça fait Exactement. très bien. Les indices. Les amis, on passe au vrai football. Ah, c'est du vrai football, ça aussi. Ça, mais c'est des légendes du foot. Le Maroc Qui nous ont abrite fait la beaucoup Coupe de du bien. Monde des clubs. Donc, le Hilal qui s'est qualifié hier. Alors, il s'est qualifié pour la première fois, figurez-vous, de son histoire, depuis la création de la Coupe du Monde des clubs en 2000. Donc, il a battu le Flamengo 3-2, un match à suspense. Ouais, Mais très beau match. Amine, واش كنت كتسنى الهلال تزيد مازال في هذه la Non, très compétition? honnêtement, non, parce que je m'attendais déjà à une meilleure équipe de Flamengo. Je ne m'attendais pas que le Hilal leur en mette 3. Ce qui veut dire quand même qu'ils ont une force de frappe devant qui est impressionnante. Et puis je te le dis très clairement et posément, j'ai été très déçu moi par l'équipe de Hilal, qui est une équipe riche, qui a beaucoup de moyens, donc de grands joueurs, Marega, leur numéro 10. Enfin, ils ont une équipe costaud. Très quoi. bons étrangers, De ouais. très bons étrangers, et j'étais déçu par ce qu'ils ont proposé face au Wydad, face à un petit Wydad bien frileux. Et Non, mais voilà, par donc, rapport au match d'hier. non mais ce que je veux te dire par rapport au match d'hier, je pensais pas que ce Hilal qui a souffert contre le Wydad, sauf après l'expulsion de Jbran, pourrait justement passer outre les Brésiliens Flamengo. Donc pour moi c'est une très grosse surprise. Maintenant quand tu arrives à en mettre 3 au Flamengo et à ouvrir le score et à faire le dos rond, parce que juste après quand le Hilal marque le premier but, Flamengo, donc ils ont fait le dos rond, ils ont très bien défendu, et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les Hilal et le Wydad. C'est une très belle défense. Donc après bon voilà, et c'est une force de frappe magnifique, ils vont en chercher 3. Donc ça ne devrait pas être étonnant parce qu'ils ont une belle force de frappe, mais honnêtement au sortir du match contre le Wydad, je pensais pas qu'ils iraient. Douiti à la défense, le latéral droit, Saoud Abdrahim, Ouais, il est très super bon. joueur. Sur le flanc parce que Kitla, Super joueur. il est bien. نسمعوا justement Saoud Abdrahim qui nous parle du match d'hier. وحتى شكون يبغي ضد من باغي يلعب واش لو ريال ولا الاهلي. الحمد لله على الفوز، كنا نستاهل هذا الفوز. والمباريات دي تبان شخصية الكبار وتلعب على تفاصيل صغيرة، واحنا قدرنا نكسب هذه المباراة. والله شوف احنا نتمنى الفوز دائما للعرب، فاللي حيجي ان شاء الله نكرمه باذن الله. هشام بالنسبه لك انت كنتي بالنسبه
الهلال واش مفاجاه ليك ولا انا الهلال يمكن الا تذكرتي فاش بدينا نهضروا على الوداد والهلال فاش طيحاتهم القرعه قلت لك الهلال راه ما ساهلش والوداد ما خصوش يستهن به. دونك هذه مساله، ولكن اللي استنتجنا دابا هو ان الوداد اللي خسر راسو اكثر من الهلال اللي ربحاته، لانه كنظن انه الهلال في هذاك لو ماتش ديال الوداد كان ممكن انه الوداد كان في فريق في نهارو، ما كانش دوك المشاكل اللي كان ممكن انه ينتصر. ولكن امين يمكن انه خاصنا نقتنعوا بانه من ماتش لماتش الفرق ممكن تكون يعني ديفيرونت، لانه شاك ماتش سا فيريتي سا فيريتي سا كونفيغوراسيون ليفولوسيون. وكاين فراقي اللي كتكبر مع الكومبيتيسيون. كنظن انه الهلال ملي تجاوزوا الوداد كنظن انهم خداو كونفيونس اكثر في راسهم، ويمكن انهم قالوا بانه علاش لا، انه الكومبيتيسيون خصنا واحد ماتش وحنا غنوصل الفينال، وهذا الشيء اللي داروا. ولكن ملي كتشوف فلامينغو يعني اون فاس كتقول يمكن صعيب الهلال باش تربح فلامينغو، ولكن لا رياليتي ها هي كاينه. Justement, on parlait du Flamengo. On parlait du Flamengo Brésil. Amine, ما كتشوفش باللي peut-être le foot brésilien, واش il est en perdition parce que انا البارح انا ما عرفتوش parce qu'on نقص شويه من الشعر c'était David Luiz. Qui est plutôt jeune. Hein. Là, elle est toute jeune, oui. Non, il est plus tout jeune. Oui. Non, mais il y a des jeunes, mais est-ce que justement il y a des jeunes parce que les vedettes qui jouent en Europe pour gagner beaucoup d'argent et très tôt avec des contrats de 6 ans et demi, 7 ans et demi. Moi, en fait, la loi a changé. Je pense que c'est ce qui a un peu paupérisé un peu le foot brésilien. On signe avec le père avant, on signe avec le fils. Non, mais au-delà de ça, c'est qu'avant, la loi ne permettait pas des joueurs brésiliens de partir avant 25-26 ans. Ce qui fait que des joueurs de renom dans les années 80 ont longtemps joué au Brésil, ont fait les beaux jours de clubs brésiliens avant de pouvoir signer en Europe. Avec la loi qui a changé maintenant, il y a des gamins qui partent très tôt. Ronaldo, qui est pour moi peut-être le joueur le plus emblématique des années 2000, Ronaldo le vrai, est parti vers le PSV. Il n'a pas joué au Brésil, il est parti vers le PSV Eindhoven, il avait 17 ans et demi. Mais justement, est-ce que ça impacte un peu les équipes là-bas? Bien sûr, parce que tous les talents partent et que ce sont que les joueurs de, pas seconde zone, c'est un grand mot, mais des joueurs un peu moins talentueux qui restent et qui font des clubs formateurs. Parce que Flamengo qui s'est confronté à une équipe saoudienne, bon certes, peut-être champion d'Asie, mais qui a trouvé quand même des difficultés devant une équipe qui est très bien organisée. C'est pour ça que parce que je pense que le Flamengo de maintenant n'aurait pas été le Flamengo d'antan. C'est ça, parce qu'ils perdent tout leur talent très tôt. Dès qu'un joueur est éclos un peu au Brésil, dès qu'il a 16-17 ans, comme tu dis si bien, il y a des recruteurs qui viennent. Vous savez que l'un des pays... Bien sûr. Si tu permets, Amine, on accueille notre invité. Notre ami, pardon. Notre ami. Nous sommes invités chez lui, pardon. Nous sommes invités chez lui, non. Bouldar la deuxième et au trophée aussi. On est chez lui. C'est le golfeur, journaliste. Les statues endo. Qui vient de nous rejoindre. Merci de nous inviter chez toi. Merci de nous inviter chez toi. ما مساليش السيد راهي qui est bien mieux Amine ما كتجاوبش j'étais à côté, j'étais avec mes amis. لابس المسا ديال الجول. La chaîne qui Inter est bien mieux habillé que vous ne le serez jamais. La caméra, j'invite, faites un zoom sur lui, effectivement. J'invite nos auditeurs sur notre page Radio 2M pour voir Mourad Moutoukil style cravate. Ah ouais. Il est magnifique. Justement Mourad, on te fait réagir par rapport au match d'hier. Oui, j'ai vu. C'était une surprise. La deuxième mi-temps. Alors, j'ai écouté le commentaire. Je m'étais dit que ça fait Flamengo se diriger vers une victoire assurée. Mais à un moment, quand j'ai pu voir le match, à un moment, je me suis dit que on allait assister à quelque chose pas d'étonnant et d'historique parce que on a vu le retournement de situation. Mais ce qui m'a plu justement avec cette équipe d'Al-Hilal, c'est que on sent qu'il y a du potentiel pour retourner une situation. C'est-à-dire qu'il enclenche la première, la deuxième, la troisième. Et il y a du potentiel pour enclencher. Mec, tu peux t'attendre à tout. Ce n'est pas une équipe limitée, contrairement à Flamengo. À un moment, j'ai vu une équipe Flamengo à l'arrêt, mais avec beaucoup de difficultés, c'est-à-dire pour venir défendre, pour attaquer, c'est-à-dire ça poussait. Est-ce qu'ils étaient surpris justement à la gauche? Au-delà d'être surpris, je pense que Flamengo a dépensé beaucoup d'énergie suite au premier but de l'Hilal. Exactement. Exact. Je pense qu'ils ont laissé beaucoup de plumes derrière. Et l'Hilal aussi a beaucoup d'expérience. Ils ont d'anciens joueurs qui ont pas mal bourlingué. Justement, Amine, j'invite les auditeurs à écouter la déclaration en français de David Luiz parce que lui, c'est l'ancien Flamengo. Lui, c'est Flamengo. Pour moi, c'est l'ex-Paris Saint-Germain parce qu'il parle très bien français. On écoute David Luiz qui nous parle. Il n'est pas content de l'arbitrage. Je pense que c'est la première fois que je vais parler d'un arbitre parce qu'elle n'était pas au niveau de ce championnat-là.
quand tu as 4-5 joueurs qui font une faute et tu prends un carton jaune, ça, tu élimines l'intensité de ton équipe défensive, tu élimines le pressing et tout. Après, les deux penalties, je ne veux pas parler parce que je n'ai pas bien vu, donc je ne veux pas parler de ça, mais je pense que ça fait un peu miner notre équipe. Donc, notre équipe, c'est une équipe de pressing haut, de jouer pour reprendre le ballon tout le temps. Donc, c'était un peu difficile. Après, c'est comme toujours, on peut mieux jouer, on peut améliorer, on peut faire beaucoup de choses. Quand ça pète, tout le monde parle de leurs résultats, mais je pense que aussi notre équipe a été à un niveau incroyable d'esprit, de se bagarrer jusqu'à la fin, et c'est ça qu'on a essayé de faire. Justement, Amine, tu nous disais que David Luiz, malgré son expérience, Non, mais au-delà de ça, il n'a pas tenu son âge. Il n'était vraiment pas content. Ouais, il hein. n'était pas content, effectivement. Mais au-delà de ça, moi, je reviens. Galek, c'est la première fois que je vais parler d'arbitrage, je ne sais Ouais. pas. Mais Non, mais c'est vrai que c'était pas un joueur qui ruait dans les brancards. Ouais. Beaucoup Ok, à l'époque. Galek, Moi, je l'avais j'ai beaucoup pas suivi l'habitude, à mais Paris, effectivement, et à Chelsea par la suite. Non, mais moi j'aimerais surtout focaliser sur le Hillel parce que pour moi, l'exploit, il vient du Hillel. C'est pas tant que le Flamengo perd, c'est que le Hillel est gagné. Et gagné dans des conditions où c'était pas forcément évident parce que c'est ce qu'on disait, ils marquent le premier but très très tôt et par la suite ils font le dos rond et tu te rends compte qu'ils ont une charnière centrale qui est très bien en place, qui a bien tenu la baraque. Devant, c'est un milieu de terrain en fait, c'est une équipe qui a du pognon. Qui recrute très très bien, contrairement à beaucoup d'équipes, suivez mon regard, et qui a eu aujourd'hui une équipe super équilibrée. Et encore une fois, cette équipe de Hillel a pu passer cette équipe de Flamengo parce qu'encore une fois, je disais, Flamengo et les clubs brésiliens perdent leurs joueurs très tôt. J'aimerais juste donner quand même une stat. Il y a des pays, et vous le savez, qui ont pour modèle économique d'aller puiser dans des ressources jeunes au Brésil par exemple, et des former de revendre, qui sont les clubs portugais. Le Portugal, par exemple, oui. Porto et le Benfica. Benfica à elle seule a plus de 1000 scouts. Benfica Bouhda, je répète le chiffre. 1000 scouts, 1000 personnes qui travaillent D'ailleurs, pour c'est elle son modèle économique, pour je faire pense. du repérage, dont plus de 600 au Brésil. Le chiffre est éloquent. C'est-à-dire que il faut dire Bien aussi sûr. que voilà, l'ancienne colonie portugaise. Ils ont une du belle Brésil, vitrine, ils savent et ils vendre. savent où aller puiser. Donc, Real Keben, une pépite au Brésil qui a 12, 13, 14 ans. Moi, je me rappelle juste, vous vous rappelez de Neymar, le phénomène que ça avait été à Santos et la guerre qu'il y avait autour de lui, alors qu'il avait 17 ans, pas plus. Et on avait parlé du Barça, on avait parlé. Parce que très vite, à l'époque, effectivement, très vite, les clubs portugais, ils n'avaient pas les moyens de s'aligner. Mais le gamin, je me rappelle très bien, avec sa petite crête, il faisait 22 kilos et il faisait des matchs incroyables à Santos. Et ben, tout de suite, il y a eu 3-4 grands clubs qui se sont mis dessus. Et ça s'est perpétué. D'ailleurs, David Luiz, il a commencé à Aussi Benfica. pareil. Et là, aujourd'hui, on parle du match de ce soir, qui est le joueur le plus emblématique, parti très jeune du Real. C'est Vinicius. Aussi, on n'a pas laissé le temps de s'épanouir. Mourad, pour revenir un peu au match de Brésil. Hillel, est-ce que le WAC peut nourrir quelques regrets par rapport... C'est sûr, et c'est bien dommage, c'est-à-dire vraiment comment le match a été géré sur la pelouse, c'est-à-dire vraiment. Voir Hillel en finale, ça pourrait- J'invite c'est-à-dire les responsables à revenir se repositionner, revisionner le match et faire de Tirer longues des leçons, pauses, ouais. vraiment longues pauses, et de se reposer des questions, parce que c'est dommage de laisser passer une occasion comme celle-là pour être présent. Ils ont raté. Liken réel par rapport à l'Amérique du Sud, Oui, c'est-à-dire c'est que au niveau, c'est-à-dire de la conception de la chose footballistique, c'est une industrie. C'est-à-dire on a arrêté de parler de sport depuis très longtemps. Ça, c'est une industrie, ça doit. On a un peu mis de Oui. côté le côté Oui, sportif. c'est des entrées. L'industrie, c'est très bien dit, C'est c'est l'industrie. des entrées d'argent comme pas possible. C'est ça. Hein. C'est-à-dire après, effectivement, tu vas avoir des lacunes au niveau des clubs. Ce qui compte dans un premier temps, c'est déjà de faire entrer de l'argent, de sauver des familles. des familles. C'est comme ça qu'il faut. D'ailleurs, c'est marrant quand les joueurs brésiliens viennent jeunes dans les clubs européens. On le sait, donc ils ont des logements mis à disposition par les clubs. Alors, ils viennent parfois à 8 ou 10. Neymar, quand il débarque à Paris, quand il débarque à Barcelone et à Paris, c'est bon, il n'est pas marié, donc c'est avec ses bien parents, sûr. mais aussi 6 à 8 personnes qui sont là pour veiller sur lui. Mais lui, il se charge de les maintenir à flot financièrement, et eux, leur job, c'est de veiller que sur lui. Oui.
Et parce que là, c'est un produit, c'est une entreprise. Ah, mais- C'est-à-dire quand un joueur vaut 200 millions d'euros, là, c'est une multinationale. c'est- C'est une multinationale à lui tout seul. Il doit avoir des chaperons, il doit faire. Non, sérieusement, il doit avoir des personnes qui veillent. Mais tu sais, par exemple, dans l'industrie de la musique. راه l'économie ديال Bah, البرازيل bien sûr. دونك ça Bah, fait tu sais que dans l'industrie de la musique, par exemple, aux États-Unis, quand une star devient une très grande star, on lui met des chaperons juste pour éviter qu'elle ne fasse des bêtises, Exact. qu'elle pète une durite, Donc, parce cadré. qu'elle va mettre en péril L'image. on s'en Ouais, fout une d'image, structure, une une structure structure. financière Ouais. qui est incroyable. Une machine à sous Eh, qu'on ne bah, doit pas bien sûr. perdre. Bien sûr, donc tu mets des mecs qui doivent faire en sorte qu'ils ne sortent pas trop et quand ils sortent, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y a pas de bagarre. Investissement, donc C'est ça fait un, ben ouais, voilà. c'est un actif, c'est un actif. Maintenant, j'aimerais juste te poser une question à- Je devais la Morad. poser à toi, frère. Non, mais les deux, parce que Morad aussi, il a Le Wydad beaucoup dit que focalisé tu- sur le volet sportif. Moi, je vais revenir sur le volet sportif, et un peu plus grand que le sportif. Je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir pour le Wydad au niveau sportif à l'Èche, parce que c'est une équipe du Wydad faible. Alors, moi, j'aime bien les Elle n'était pas Wydadis. si faible que ça. Waouh, Ouais, Là, alors, match contre Hilal, voilà, quand même. Je pense que le match contre les Hilal, elle fait la meilleure première mi-temps qu'elle ait faite depuis le début de la saison. Là, depuis Après- Nafté. Depuis le début de la saison. Parce que même honnêtement, sous Moutia, c'était pas très joli à voir non plus. C'était efficace, c'est pas très joli à voir. Mais sous Nofta, effectivement, c'est la meilleure première mi-temps qu'ils font. Par la suite, arrive la deuxième mi-temps, le Hilal a fondu sur cette équipe du Wydad, qui a tenu, qui a pas su mettre ce deuxième but parce que c'était très très faible devant, avant l'épisode du penalty où Iradia. Donc je pense que sportivement, honnêtement, la meilleure équipe est passée. Donc il n'y a pas de regret à avoir pour cette équipe du Wydad, parce que je pense qu'intrinsèquement, en termes de valeur absolue, Oui. cette équipe, les Hilal, est meilleure Non, que il est le meilleur. Wydad. c'est meilleur. Les gars, c'est des vrais professionnels. C'est des gens qui sont payés très très cher. C'est des gens qui ont beaucoup d'entre eux ont un passé de professionnels en Europe. C'est des gens qui sont mieux formés. Cette équipe de Wydad, de Hilal, est meilleure. Maintenant, moi, ce qui me gêne dans le raté de Wydad, c'est quand même, on avait une occasion plus unique que rare, comme disait un monsieur avec qui j'ai passé beaucoup de temps, Dino Bakolla et qui disait que cette équipe du Wydad avait une occasion plus unique que rare de perpétuer une ambiance qu'on a Ah vécue oui. pendant la Coupe du Monde. On Exact. avait quand même une occasion De incroyable revivre un de peu. revivre peut-être Une- à une une échelle plus épopée. réduite cette épopée magnifique pour pouvoir aller peut-être Ah ouais. pourquoi pas jusqu'en finale et de garder un peu vivace de l'esprit du La football qu'on est en flamme. Coupe C'est du ça. Monde. La flamme. Ils sont venus, ils ont tout déglingué en un match. Ah, C'est ce qu'on exact, peut leur reprocher. exact. Parce qu'ils se sont mal préparés, parce que Saïd Nasseri, je peux le dire tranquillement, a fait n'importe quoi. Parce que là, il peut même plus parler de Mais manque de c'était à 2 moyens. minutes près. Oui, L'histoire est inscrite comme ça. Non, alors ce sont les 2 minutes qui sont juste la conséquence de plusieurs mois de n'importe quoi. C'est pour moi les 2 minutes. C'est juste le résultat de plusieurs mois de n'importe quoi. Les 2 minutes, c'est juste un fait de jeu. Mais c'est beaucoup de n'importe quoi qui était fait avant, dans les recrutements, dans les joueurs qui ont été libérés, La dans, désignation dans de les l'entraîneur. dans les entraîneurs. Je suis désolé, tu as une Coupe du Monde des clubs que tu organises chez toi à la maison, qui fait suite à une Coupe du Monde au Qatar magnifique réalisée par le Maroc. Et tu vas changer l'entraîneur à Tu 3-4 rates semaines parce l'occasion, que tu n'as oui. pas été assez intelligent pour régler ton problème avec ton entraîneur initial. Hicham Donc, oui, Amam. pas de regrets au ولكن- niveau sportif, mais des regrets au niveau de l'ambiance globale. ولكن امين النيفو اللي وصلوا ليه الوداد بالاكسبيريونس اللي عندهم وبلي جوور اللي عندهم كنظن انه مدرب ولا ادجوان ولا يمكن يكون مدرب بروفيزوار يقدروا يخرجوا شي حاجه دابا الفرقه ما خرجت والو لا بمدرب ولا من مدرب دونك كوميم خرجت شي حاجه tu veux dire quoi زعما le jeu ou le résultat لان لي جوار ملي وصلوا لواحد المستوى لانه لاعبين مع بعضياتهم بزاف عندهم واحد النضج واحد كذا راه يمكن اي واحد يوقف في البونتوش يقدروا يبغوا يعطيو شي حاجه من عندهم لانه عندهم دي زوتوماتيزم بيناتهم مفاهمين بيناتهم عارفين لو جو بيناتهم كنظن انه كاين مشكل اكثر من انه دونك هنا كتقول أنا ما متفقش مع هشام. ساسينو بان هما ما فاهمينش مع المدرب Là, Justement. Non, mais au-delà de ça, je pense aussi que bah oui c'est si tu as des bons joueurs Là, bien sûr, Justement, non, mais au-delà- justement. C'est ce que j'allais te dire. C'est là où je suis pas d'accord avec Hicham et te dis, moi, quand tu es une équipe du Wydad, avec le passé qu'elle a, avec les réalisations, Doit, ça mec réagir, trouver les voilà, moyens de elle peut réagir. passer, Voilà. elle peut passer outre entraîneur. Et là, c'est en des fait, joueurs non, professionnels. Parce que quand tu as un entraîneur qui depuis, parce qu'il a sa part de responsabilité, l'entraîneur. Et quand tu as un entraîneur, alors c'est lui qui fait le schéma de jeu, qui met le système en place. Quand il arrive, est-ce que des joueurs appliquent ça ben oui, je pense que oui, déjà rien que le système. Quand tu as un entraîneur qui vient qui prend une équipe rodée qui joue dans un système et qui vient par exemple faire des petits changements, qui va te mettre un match à 3 défenseurs par exemple, qui s'est révélé être une catastrophe. Quand ils viennent faire des changements qui sont un peu n'importe quoi, qui va te jouer un match de Coupe du Monde des clubs avec un Camerounais qui manque de compétition et avec pour seul appui offensif Bouhra et qui te prend par exemple un Hassouni et qui le met sur l'aile gauche et qui le tue, alors que Hassouni est un vrai créateur de jeu en milieu de terrain pour pouvoir bloquer les montées de l'arrière droit avec l'arrière droit. Saoud Abdrahim, Saoud, oui. effectivement, donc Magnifique. Hassouni devait travailler sur lui. Donc même les choix d'entraîneur n'ont pas été bons. Ce que je veux dire par là, c'est que
compter juste sur l'expérience des joueurs dans une compétition comme ça marche pas parce que ça doit être un tout. Il faut avoir l'expérience des joueurs, mais il faut aussi avoir un entraîneur qui a la lucidité et l'expérience dans ce club pour pouvoir mettre les bons ingrédients en place. Il faut que tu aies un président qui fait les bons choix aussi dans le fait de recruter ou pas recruter. Voilà. En tout cas, c'est un tout. On parle de 2 minutes. Je le répète, les 2 minutes ne sont que la conséquence d'un grand n'importe quoi fait pendant des mois. En tout cas, bon, on ne pourra pas changer l'histoire. Donc, on doit absolument parler du Real Al-Ahli d'Égypte, battu dimanche dernier contre Majorque, 1-0. Est-ce que le Real doit absolument gagner ce titre pour éviter une crise? On a eu des épisodes dans le temps où le Real, il me semble. Non, parce que est-ce qu'elle est dans l'obligation même de gagner un titre pour éviter la crise? Parce que je pense que à 8 points du FC Barcelone, quand même. Il y a des clubs qui ont gagné la Coupe du Monde des clubs et qui ont rebondi suite au fait d'avoir gagné la Coupe du Monde des clubs. Mais au-delà de ça, je pense que le Real n'a pas de crise parce que le Real est toujours poursuivant direct du Barça, même si le Barça a pris 8 points d'avance, après de l'avance au niveau de il a déjà raté un premier titre en Arabie Saoudite, effectivement. La Supercoupe, où elle a été bien corrigée par le Barça. Mais au-delà de ça, je pense que le Real aussi a des problèmes structurels et pas seulement conjoncturels, qui fait qu'elle a un vieillissement de sa population et de joueurs qui n'ont pas été remplacés. Après, on va le dire clairement, le Real est quand même clairement favori de cette compétition. Malgré les 6 ouais, je pense honnêtement. Alors moi, tu me demandes ce que j'aimerais. Moi, j'adorerais que l'Ahli passe. Moi, une affiche Ahli avec honnêtement, au Maroc, ça serait formidable. Il y aurait du public. Et là, on retrouverait l'esprit le Maroc à Qatar. Après, tu aurais une petite finale qui serait très important parce que tu sais que c'est-à-dire de l'engouement qui s'est créé pendant l'épisode de la Coupe du Monde. C'est devenu des automatismes dans des familles. C'est-à-dire, qui c'est qui joue? C'est devenu un réflexe. Je sors ma panoplie, drapeau, écharpe, tenue. Non, il y a un Marocain, il y a un gardien de but. Tu vois, c'est très très important justement de garder l'engouement parce que ça te porte que tu le veux ou non. On est sur une dynamique. Exact. On est sur une dynamique qui a été cassée et c'est dommage. Douiti que le Real. On va quand même rappeler que le Real, il vient avec 6 joueurs en moins. 6 joueurs en moins, mais il y a 2 très importants qui sont Benzema et Courtois. Là, mais peut-être si le Real passe en finale, peut-être que Benzema et Courtois pourraient rejoindre leurs coéquipiers. Quand tu dis que peut-être que l'Ahli n'a pas beaucoup de chances de passer. Non, j'ai pas dit ça. Aujourd'hui, il aimerait. Non, je dis juste quand tu me tranquillement. Mais la réalité. Maintenant, vu le statut de chaque club, on peut estimer quand même que le Real est non seulement favori contre l'Ahli, mais aussi favori dans pour remporter le titre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un tapis rouge qui est déroulé à toutes ces équipes européennes qui viennent, qui font 2 petits matchs et qui repartent avec le titre. Et même les latines, d'Amérique latine. Et la crise, moi je pense que le Real reste le Real. Une institution. C'est une institution. On l'a vu en Champions League. Tu as en face de toi, je pense, deux Barçaouis. Le Real reste le Real. C'est une grande équipe et c'est pas, je pense, c'est-à-dire le fait de rater un ou les 2 titres qui va venir bousculer ou la déstabiliser. On avait Boub qui nous avait parlé d'une chose qui est très très importante, qui est la gestion émotionnelle, que je connaissais pas. Sûr. Et la gestion émotionnelle, c'est de travailler psychologiquement dans ces grands clubs, sur ces joueurs-là, pour que quand ils perdent une compétition, comme par exemple celle qui perd Saoudia, la Supercoupe, où ils se font rosser par le Barça, ils puissent rebondir très très vite derrière. 3 jours après, et ne pas gamberger, parce que si tu gamberges, ensuite tu vas rentrer dans une spirale négative, tu perdras match après match. Et ces mecs-là sont suivis, donc même si il perd contre Majorque jeudi, tu vas le retrouver compétiteur et compétitif dimanche après pour Hicham بالنسبة لك le fait بان الريال ناقصة وديك l'engagement ديال الاهلي. Je pense que si l'Ahli في التوب نيفو ديالها, est-ce qu'elle pourrait déranger le Real avec toutes ces absences واخا يقولوا لي مراد وامين بن لاعب. والريال كتبقى ريال لانه الريال ماشي واقفه على 11 لاعب. هذه ما خصناش يمكن انه نشكوا فيها. كيفاش غتكون الريال في هذاك النهار واخا تكون بهذوك اللعابه اللي غايبين عليها,
ولكن لو نيفو ديال الريال في هذاك لو ماتش هو اللي غيحكم ديال اليوم. الاهلي بطبيعه الحال الاهلي من حقهم يحلموا، من حقهم انهم يقولوا ممكن نربحوا الريال هذا، وهذه قضيه اللي ممكن انها تكون، ولكن كنظن الريال غتبقى الريال، لانه الريال ملي كتوشى في لورغوي ديالها، في لورغوي ديالها يمكن لا رياكسيون كتكون شويه قبيحه. Le Real, je pense que le Real a marqué l'histoire et marqué nos inconscients collectifs pendant la Champions League qui est passée. Je pense que tout ce l'irrationnel qui a accompagné l'équipe pendant la Champions League, elle t'installe l'institution comme parmi les plus grandes de l'histoire. Tu peux pas revenir à ce point et aussi facilement et avec autant de tiraf nefs contre le PSG, contre City, contre Chelsea, et elle est tapée Manchester ou là, Liverpool en finale. Tranquillement, en te disant que c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce qu'ils ont réalisé quelque chose qui dépasse. C'est ce que disait Morad, l'institution. D'ailleurs, un truc c'est avec des amis. Ils m'ont dit, bon, je suis pris ou là quelque chose comme ça. Et je suis pas devant la télé à un moment donné pour regarder le match. Et quand j'ai un peu de temps libre, je dis, tu vas pas venir voir le Real, c'est le match. Non, je vais voir le Real, fin de match, ils vont gagner. La poisse. Tu fais l'économie des 87 minutes. Tu vois juste les 5 derniers. Le Real Madrid va t'appeler. Après, j'avais pas percuté. Pour. Puisque tu me dis qu'à chaque fois que tu les regardes, donc c'est que tu as tous les mêmes. Non, mais vraiment beaucoup de potentiel. Attention, c'est le Real Madrid. Belle image par contre pour finir l'émission, je ne sais pas s'il nous reste encore beaucoup de temps. Moi j'ai adoré l'image de Regueregui avec Ancelotti. Ils sont rencontrés. Apparemment il y a un long échange. Comme quoi ils sont en train de discuter. Ancelotti l'a publié, l'a instauré. Exactement, très belles images. Et c'est là encore une fois où je me dis que peut-être que nos cerveaux, et je ne pense pas, vont oublier. Mais il va y avoir des faits d'histoire qui vont nous rappeler à chaque fois que ce qu'on a vécu en décembre 2022 va nous poursuivre des décennies, pas des années. Les 50 prochaines années. Et parce il y aura un avant et un après. À chaque fois, il y aura un avant et un après. Et à chaque fois, il y aura des petites choses qui vont remonter et qui vont nous faire revivre de la flambée de fierté. Parce que je le dis encore une fois, ce qu'on a vécu nous a procuré beaucoup de fierté. Et va nous faire revivre des émotions incroyables. Et rien que pour ça, je remercie toute l'équipe nationale. Justement, charge à nos représentants dans des compétitions continentales ou internationales d'être aussi à la hauteur et d'éviter un peu, d'être prêt, surtout d'être prêt. C'est-à-dire tout ce qui est extra-sportif, sur le terrain, c'est une autre paire de manches. Tout ce qui est... c'est-à-dire à côté, il faut être prêt là, au niveau des recrutements, parce qu'il faut se dire qu'on maintenant on n'a pas le droit d'un faux pas. En tout cas, à la fin, j'espère qu'il sera pas parce qu'il y a un peu de vent. J'espère que la pluie m'attache parce qu'on a mauvais souvenir dans un match. Le golf est un sport qui se joue même quand il fait beau. C'est une très belle phrase de ça sera le mot de la fin. La bonbonnière, c'est fini, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, mais cette fois en direct de nos studios à Innsbruck. Quant à moi, je vous dis ciao et à demain.